Taxons l'industrie polluante au lieu de surtaxer les ménages. C'est le titre de la tribune de Jean-Michel Nolot. Bonjour. Bonjour David. Vous l'avez écrite dans Le Monde. Vous êtes ancien membre du collège de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors, avant de rentrer dans le dur de cette tribune qui est très intéressante, on a eu la réponse du président Macron à cette colère des Gilets jaunes, notamment sur la question des taxes sur l'essence. Cette idée d'installer une taxe variable, une taxe modulable sur les carburants. Quand le pétrole flambe, quelque part au-delà de 80-85 $, disent les experts, solution satisfaisante ou ça passe complètement à côté du sujet? Je crois que ça passe à côté du sujet. Cette taxe qui a été évoquée, elle a existé, je crois, entre 2000 et 2002. Elle a été abandonnée très vite. Mais je crois qu'on sous-estime considérablement l'importance du mouvement actuel des Gilets jaunes. Vous savez, j'organise régulièrement des débats avec nos concitoyens, des gens qui ne connaissent pas particulièrement la finance. Et quand je leur parle de la crise de 2008 et puis également peut-être de celle qui risque de se profiler à l'horizon, ils me disent « mais nous sommes toujours dans la crise de 2008 ». Et je crois qu'on sous-estime considérablement les effets de cette crise sur le plan social et même sur le plan politique, d'ailleurs dans l'ensemble du monde occidental. Un économiste comme Stiglitz dit que dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'est absolument dramatique. Depuis 25 ans, le pouvoir d'achat des ménages n'a pas bougé. Donc on est dans cette situation. Et en fait, ce qui n'a pas été compris, en fait, peut-être que je vous devance un petit peu, mais ce qui a mal été compris, c'est que cette taxe comportementale qui est carbone, qui est censée justement rendre plus cher la consommation de produits fossiles, enfin carbonés, plus la taxe monte, plus il y a ce qu'on appelle le signal prix qui fait qu'on en consomme moins, mais pour les gens qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser, ça ne fonctionne pas. Vous êtes en train de l'expliquer, c'est qu'on taxe en réalité l'outil de travail. On taxe l'outil de travail. La progression de la taxe carbone jusqu'en 2022 est absolument spectaculaire. Elle était l'année dernière de 30 €. Je parle des ménages et de la petite industrie, parce que je vous parlerai également du marché des quotas de carbone, c'est-à-dire les 12 000 grands centres industriels au sein de l'Union européenne qui polluent le plus. Mais quand on parle des ménages, taxe carbone, l'année dernière, 30 €. 30 € la tonne de CO2. La tonne de CO2. Ouais. Depuis le 1er janvier, on est passé à 45 €. Au 1er janvier prochain, si le gouvernement ne décide aucun gel, on passe... Il n'y a pas de gel, on a compris. Hein. Ah bah oui, mais il va être obligé de revenir sur ses décisions. On passe à 55 € et en 2022, l'objectif, c'est de dépasser les 80 €. C'est spectaculaire. Dans le même temps... Donc la colère des Gilets jaunes ne va pas s'arrêter puisque pour le coup, cette trajectoire mais non, carbone... mais parce que, si vous voulez, depuis 10 ans, les gens souffrent. Le nouveau gouvernement, depuis 1 an et demi, a pris des mesures qui ont choqué quand même la majorité des Français. Il y a maintenant l'affaire de la taxe d'habitation, où il faut aller chercher de nouvelles ressources budgétaires pour compenser le trou de la taxe d'habitation. C'est ça votre idée? On sort un peu du sujet, mais c'est intéressant parce que votre idée, c'est qu'en fait, derrière cette taxe carbone, pour l'État, pour le gouvernement, c'est une manne financière qui rentre pour respecter les 3% de déficit public, c'est ça? Bien évidemment. Ah, bien évidemment, c'est un point de vue. Hein. C'est un moyen... Ça ne sera pas celui du gouvernement. Hein. Mais si, mais malheureusement, quand on voit cette manne financière, si vous voulez, je pense que le gouvernement s'est dit, eh bien, on va aller... N'oublions pas que le déficit public qui est annoncé pour l'année prochaine, c'est 2,8%. Alors, on a fait des tas de discours sur l'Europe depuis un certain temps. Et ce qui serait dramatique pour le gouvernement, c'est qu'on se retrouve à flirter avec les 3% de déficit public après avoir fait la leçon à tout le monde, y compris à l'Italie. Ouais. Donc il n'y a pas la marge de manœuvre pour geler, encore une fois, ou qu'il y ait un vrai moratoire sur cette surtaxe sur l'essence. Le problème, vous dites qu'il va abandonner, mais en même temps, il n'a pas la marge budgétaire pour. Hein. Les ménages représentent le quart à peu près, quand on tient compte... Ah, ça c'est hyper intéressant. Allez-y, parce qu'il faut lire cette tribune. Allez-y. Les ménages, c'est... Les ménages, c'est à peu près le quart de la pollution, c'est-à-dire des émissions de dioxyde de carbone, de CO2. Quand on ajoute le transport routier, le logement, le chauffage, le fioul, etc. Un quart, 25%. Voilà. Dans bien des cas, si vous voulez, il faut voir que cette taxe qui se prétend écologique, il n'y a aucune élasticité, c'est-à-dire que
Vous aurez les beau ménages, augmenter. ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se chauffer, ils sont obligés de servir de leur voiture comme outil de travail. Donc je pense que l'effet sur le plan écologique est très limité. Et dans le même temps, la grande industrie. Alors qu'est-ce que c'est que la grande industrie? C'est 12 000 centres industriels en Europe qui polluent plus ou moins, mais qui polluent en général beaucoup. La Commission européenne connaît parfaitement les émissions de dioxyde de carbone année par année de ces 12 000 centres industriels. C'est la moitié. Vous, dans votre tribune, C'est vous la dites moitié. la moitié des émissions de CO2 en France vient de la grande industrie. Non, au sein de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne. Et au sein de l'Union européenne. En France, c'est un petit peu moins que ça. Hein. Mais il y a un mais. Sauf que les particuliers et les ménages, un quart des émissions de CO2 dans les émissions totales, un peu moins de la moitié pour la grande industrie, sauf que l'industrie paye 2 fois moins cher son carbone que les particuliers qui le payent 2 fois plus cher, alors qu'ils émettent 2 fois moins. Je ne sais pas si on nous suit là. Si vous permettez, David, je voudrais expliquer pourquoi il y a ce marché des quotas de carbone, parce que c'est quand même un outil qu'on retrouve. Ah, juste avant, bien sûr, on va l'expliquer, mais pourquoi on a des particuliers qui polluent 2 fois moins, mais qui payent 2 fois plus cher leur taxe carbone, notamment sur les produits énergétiques? Probablement parce que l'industrie. Comment on a pu en arriver là? Parce que probablement l'industrie se fait beaucoup plus facilement entendre que les ménages. Je crois que le gouvernement a été très surpris de ce mouvement de protestation. Il ne s'y attendait pas du tout. Il pensait qu'on allait tous... Non, mais il y a une part d'injustice là-dedans. Est-ce que les ménages qui polluent 2 fois moins payent 2 fois plus? Mais c'est bien pour ça que c'est inéquitable. C'est totalement inéquitable. Alors, si vous voulez, le problème du marché des quotas de carbone qui est complètement inefficace, je vais vous le démontrer. Oui, pourquoi juste la petite industrie? On parle après de la grande industrie. Oui. C'est quoi la petite industrie et combien est-ce c'est toute l'industrie, les PME, etc., en dehors des 12 000 centres industriels. Et eux, comment est-ce qu'ils payent en fonction de ce qu'ils polluent? Eh bien, ils payent la taxe carbone. Donc là, ils vont souffrir dans les mois qui viennent. Ils vont souffrir. Et ils la payent comment, concrètement? Écoutez, ça, je ne peux pas vous expliquer très concrètement, mais ils le payent à travers le prix du fuel, et il y a plusieurs catégories de fuel, etc. Un peu comme les particuliers, quelque part. Je pense qu'on va y voir beaucoup plus clair dans les mois qui viennent là-dessus, parce qu'il y a des décisions qui... Mais ceux qui payent l'addition aujourd'hui, encore une fois, ce sont à la fois les ménages et la petite industrie? Voilà, donc ça, c'est une chose. Voilà. De l'autre côté, on y vient. Vous avez ce marché. Ce marché, il faut savoir dans quelles conditions il a été créé. De quel marché on parle? On parle du marché du CO2. Le marché des quotas de carbone, des droits à polluer. Pourquoi est-ce qu'il y a un marché des quotas de carbone, du droit à polluer pour les grandes entreprises? Pourquoi? Je vous l'explique. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, très exactement au moment du sommet de Kyoto, en 1998, les Américains qui avaient eu une petite expérience sur le dioxyde de soufre, d'un marché qui a fait faillite d'ailleurs depuis, ont proposé à la conférence de Kyoto de mettre en place des marchés de quotas de carbone. Entre parenthèses, ils se sont tenus complètement à l'écart de ce système. Il y a une expérience en Californie, etc. Mais enfin, au niveau des autorités américaines, on n'a rien décidé. En revanche, les Européens, en 2002, ont décidé de lancer un marché des quotas. Ce marché a démarré en 2005. Il sert à quoi, ce marché des quotas? Eh bien, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations a fait une étude sur la période 2005-2015 et a conclu que la contribution de ce marché à la lutte contre le réchauffement climatique était comprise entre 0 et 10%. Autant dire 0. Alors que les énergies renouvelables, c'est 50%. Il y a également la contribution de la récession dans la zone euro à cette période-là, 20%, etc. Donc ça ne sert à rien, mais je vais vous dire comment il fonctionne. Oui, et pourquoi est-ce qu'il y a un marché? Pourquoi est-ce que, quand on a une grande entreprise, on a des droits à polluer qu'on peut acheter? J'ai du mal à faire le lien entre tout ça. Oui, je vous le dis précisément. La Commission européenne fixe 15 ans à l'avance, entre 12 et 15 ans à l'avance, en fonction de ses objectifs en matière environnementale, des droits, un niveau de droits à polluer. Ces droits à polluer, les entreprises, les fameuses 12 000 centres, doivent les acheter via le système des enchères. Et en plus, pour la moitié des quotas, mais j'y reviendrai si vous voulez, il y a une distribution gratuite. Donc, tous les ans, on connaît leurs émissions de dioxyde de carbone. On les autorise pour l'année suivante à un certain niveau de pollution. Et si elles dépassent? Et puis, si elles dépassent, elles achètent sur le marché. Si au contraire, elles font mieux, elles vendent sur le marché. Eh bien, où est le problème? Eh bien, le problème, ce sont les prix. Depuis 2005, écoutez, prenons, sans remonter trop loin, les 6 dernières années, le prix de la tonne de carbone a été compris entre 3 €
et 8 euros. Là, on est à 40. Il y a un an, ouais. on était encore à 6-7 euros. Donc, vous voyez bien, les ménages, on évoque pour l'année prochaine, pour le 1er janvier, demain, 55 euros. Et là, actuellement, en ce moment, il y a eu une petite réforme de ce marché en début d'année. On est entre 15 et 20 euros. Pourquoi c'est si peu cher, encore une fois? Pourquoi cette décorrélation entre Alors, les particuliers et les grands pollueurs, voilà. les grandes industries polluantes? Je vous ai dit... Pourquoi ça dysfonctionne? Pourquoi? Les émissions de quotas sont planifiées 15 ans à l'avance. C'est extrêmement rigide. Gérard Mestralet, quand il était président d'Engie, l'a expliqué très bien. Il a dit c'est pas possible d'avoir un marché qui fonctionne bien avec une offre de quotas, de droits à polluer qui est parfaitement rigide. Pourquoi? Parce que la demande, elle varie tous les jours. Elle est fonction de quoi? Elle est fonction des conditions climatiques, elle est fonction du prix des énergies fossiles, elle est fonction de la croissance économique. Quand vous êtes en récession, eh bien, naturellement, il y a un beaucoup trop grand nombre de quotas. Comment est-ce qu'on met le vrai prix, alors, justement, sur ces droits à polluer? Pardon? Comment est-ce qu'on arrive au vrai prix? Comment est-ce que, là, on comprend que la grande industrie polluante n'est pas assez taxée. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment facturer au juste prix et qu'elle paye le prix en rapport avec ce qu'elle pollue réellement? Alors, il y a eu une réforme qui a été faite, entérinée en début d'année, qui a permis de faire remonter un peu le prix des quotas de carbone, des droits à polluer, de 7-8 euros à 15-20 euros. Je crois que ce matin, j'ai regardé avant de venir voir, on est à 19 euros. Mais cette réforme est très insuffisante. Elle a consisté à créer une réserve de stabilité, à l'augmenter, et puis à réduire un tout petit peu, jusqu'en 2030, les quotas qui seront mis sur le marché. Mais pourquoi le compte n'y est pas? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est une question de politique? Parce que, écoutez, il y aurait une mesure à prendre d'urgence. C'est une chose qui choque tous les experts. C'est le fait qu'on distribue près de la moitié de ces quotas de manière gratuite. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on veut éviter la délocalisation d'industries qui sont très polluantes. Je ne voudrais pas citer trop de noms d'entreprises, mais quand vous voyez que Arcelor, que Total, que Lafarge, des groupes comme ça reçoivent gratuitement des droits à polluer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si on les taxe trop, eh bien, ils partent à l'étranger. Avec leurs industries, et que les emplois partent à l'étranger. Donc c'est ça quelque part. Non, mais attendez, les experts considèrent que ceci est parfaitement inefficace, que cette distribution de quotas gratuits, on a renouvelé en début d'année le fait qu'on allait continuer avec ce système jusqu'en 2030, mais les experts disent que ça ne sert à rien. Et politiquement, pourquoi est-ce que le politique ne reprend pas la main là-dessus? Alors, parce que on fait de beaux discours, mais on refuse d'aller plus loin. C'est-à-dire parce que dans les faits, il y a cette peur de délocalisation de sites industriels et donc de perte d'emploi. Mais non, mais attendez, il faut choisir. C'est la moitié des émissions de CO2 au sein de l'Union européenne. C'est des jobs aussi. C'est considérable. Vous vous rendez compte que l'Allemagne a toujours aujourd'hui 40% de sa production d'électricité qui vient du charbon et du lignite, qui était encore plus polluant que le charbon. Du nucléaire. Et oui, et la Pologne, c'est 80%. Mais quel rapport avec nous, la France, là, pour le coup? Eh bien, parce que, je veux dire, la France, elle est directement concernée. Ce n'est pas parce qu'une politique se décide à Bruxelles que la France ne doit pas dire son mot. C'est évident. Je veux dire, revenez au début de la communauté européenne. Si la France n'avait pas tapé du poing sur la table, pratiqué la politique de la chaise vide en 65, 66 la CECA, également. C'était pas la CECA à l'époque, non? Non, mais c'est... c'était encore un an. Non, mais je vous parle du marché agricole. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme ça, en disant, on ne va plus à Bruxelles, que la France a obtenu le marché commun agricole. Ce qu'on comprend. Aujourd'hui, mais attendez, lisez ce qu'a écrit Christine Lagarde à ce sujet-là au moment de la COP21. Elle a dit il vaudrait beaucoup mieux une taxe carbone pour la grande industrie polluante que ce marché des quotas de carbone. C'est resté lettre morte. Et donc... Nicolas Hulot a dit que c'était une plaisanterie. Et puis du jour où il est rentré au gouvernement, on a dû lui dire ce qui se passe à Bruxelles, c'est pas du ressort du ministre de l'écologie. Donc il y a cette politique de deux poids, deux mesures. C'est ça en fait le fond de votre tribune. Il y a deux poids, deux mesures avec d'un côté les particuliers qui Exactement. Et moi je me désespère que ce sujet ne tombe pas dans le débat public, si vous voulez. C'est une cathédrale, ce marché des quotas de carbone, comme l'Europe sait parfois en faire. Et donc, les gens considèrent que c'est un problème un peu complexe, et du coup, ils n'en parlent pas. Mais comme vous le faites, il faut regarder les prix. Hein. C'est ça qui est important. Le prix de ce marché, aujourd'hui, pour la tonne de carbone, 19 euros. Pour les ménages, on va passer
de 45. 45 euros Ouais. à 55 euros. Et à 80 d'ici 2022. Et oui, mais c'est Donc folie, on ne la pourra pas le colère faire. des Gilets jaunes n'est peut-être pas terminée, mais Et on taxe l'outil de travail, puisque la voiture, c'est l'outil de travail. avec une américain. dépense qui est incompressible. Voilà, taxons l'industrie polluante au lieu de surtaxer les ménages, c'était le titre de cette tribune. Donc de Jean-Michel Nolot, merci Merci. d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt. Merci.